Bonjour. Elle est développeuse, mais aujourd'hui, elle ne va pas nous parler de dev, elle va nous parler de handicap. Merci d'applaudir Emmanuel. Viens, Emmanuel. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Super, merci beaucoup. Il ne faut pas compter sur moi pour me dire si ça marche ou pas, vu que je suis sourde de naissance. Donc, bienvenue à ma conférence. Au secours, j'ai une personne handicapée dans mon équipe. Alors, c'est un titre un peu recherche, parce qu'en fait, je dis tout, beaucoup d'entre vous pensent tout bas. Et je vous rassure, il n'y a pas lieu de vous d'être en vous accueillir une personne handicapée dans votre équipe. Nous allons voir tout ça ensemble. Alors, d'abord, je vais vous demander d'imaginer une personne handicapée. Parce que, il faut savoir, il y a plusieurs handicaps. Qui, parmi vous, a pensé d'abord aux personnes qui ont un handicap avec un fauteuil roulant? Eh bien, vous êtes nombreux. Merci. Alors, j'ai demandé à Midjourney de me générer une personne handicapée et beaucoup. Et Midjourney a pensé à vous, la majorité d'entre vous, de générer une personne handicapée. On a 4 hommes, un fauteuil roulant. Est-ce qu'elle me ressemble? Pas du tout. Je suis une personne handicapée, mais je ne suis pas du tout en fauteuil roulant. Deuxième chose, j'ai demandé à Midjourney de me sortir une femme sourde, parce que la représentation des personnes handicapées honte. Je suis une femme sourde. Midjourney m'a sorti une vieille dame. Est-ce que j'ai l'air d'être très vieille? La surdité ne touche pas les personnes âgées. Et je ne suis pas tendance à vous dire « est-ce que vous dites ?» J'ai mes appareils auditifs, mes implants OR qui me permettent de vous entendre. Donc, ces images-là ne me représentent pas du tout. Ensuite, j'ai demandé à Midjourney de me représenter une développeuse sourde, parce que je suis une développeuse. Ça m'a sorti des opératrices. Donc, oui, Midjourney manque des représentations des personnes handicapées. Et les opératrices, oui, il nous arrive en tant que développeurs d'écouter de la musique avec nos OS. Mais moi, j'ai une merveilleuse technologie avec mes implants OR. J'ai le Bluetooth, et du coup, j'écoute la musique en Bluetooth. Ça devient des AirPods, ni vu ni entendu. Donc voilà, ce n'est pas la représentation idéale. Donc, vous l'avez compris, je m'appelle Emmanuel et je suis sourde de naissance avec 2 implants OR. Et les implants OR, c'est des appareils beaucoup plus sophistiqués que les appareils auditifs. Donc, j'aime bien dire que je suis un peu bionique, parce que je suis ultra honnête. Je suis développeuse depuis des dizaines d'années et je travaille nouvellement chez Shodo depuis 2 semaines. Je suis très honorée de travailler chez Shodo. Je suis également membre de l'association des Duchesses France, parce qu'en manque de visibilité des femmes de la tech, c'est important de représenter les femmes dans la tech. Et évidemment, je suis très engagée dans la partie accessibilité et l'accessibilité numérique à 11Y, qui veut dire accessibility, en 11 lettres, qui commence par A et qui finit par Y. Alors, on va commencer par parler du handicap en France. Il faut savoir une personne sur 6 est handicapée en France. Il représente 12 millions de personnes handicapées en France. C'est énorme. Et or, c'est un chiffre qui est complètement sous-estimé. Parce que beaucoup de personnes n'osent pas se déclarer leur handicap, ou ont du mal à admettre leur handicap, ou or, ils sont hors de situation, ils ne savent pas s'ils ont des problèmes. Donc, c'est vraiment un chiffre sous-estimé. Donc, il faut savoir, il y a 80% des handicaps qui sont invisibles. Il n'y a pas eu le fauteuil roulant. C'est le handicap un moteur avec le fauteuil roulant, c'est un handicap visible, mais la grande majorité des handicaps sont invisibles. Si je reprends les dires de Delphine Malazine lors de sa conférence « Nous créons l'inaccessibilité à Paris Web », imaginons, il y a 500 personnes dans l'amphi.
15% de la population présente dans l'amphi est porteuse d'un handicap, soit 71%, 71 personnes. Parmi les 71 personnes, 80 d'entre elles ont un handicap invisible, soit 60 personnes. Donc j'imagine en grande majorité de l'amphi, vous avez un handicap invisible qui ne se voit pas. Donc, on a plusieurs familles de handicap. Donc, on a l'handicap moteur, handicap sensoriel, handicap intellectuel, handicap psychique et aussi des maladies invalidantes qui peuvent être handicapantes. Les personnes qui ont la maladie de Charcot, l'endométriose, et leurs emplois, des moments où ils sont handicapantes à certains moments à court ou à long terme. Et ça, c'est considéré un handicap. On peut également émuler plusieurs handicaps. Par exemple, moi, je suis sourde, mais j'ai aussi des problèmes de vue, la cataracte précoce, donc j'ai un petit handicap temporaire qui sera résolu avec une opération, je l'espère. Donc voilà, donc, vous l'aurez bien compris, le handicap, ce n'est pas le fauteuil. Il est important de ne pas sous-estimer le handicap ou la maladie de la personne. Laissez la personne de se désigner comme elle veut, en changeant le terme ou minimiser le handicap. Par exemple, on me présente, me dit Emmanuelle était atteinte de surdité. Emmanuelle est développeuse souffrante de surdité. Emmanuelle est malentendante. Emmanuelle a un problème d'audition. Entends vous dire que ces termes ne viennent pas du tout. Je ne suis pas atteinte de quelque chose, et je ne souffre pas de surdité. Je ne suis pas malade, ma surdité n'est pas une maladie. Elle fait partie de moi, c'est mon identité. Je ne suis pas malentendante, mais sourde, parce que la malentendance, c'est une autre degré de surdité. Je suis née sourde, profonde, sans mes appareils, je n'entends rien du tout. Donc, je suis sourde. C'est vrai, avec les appareils, on a tendance à dire, on a l'impression que je suis malentendante, mais non. Il y a quand même une grande différence entre la malentendance et la surdité. Je n'ai pas un problème d'audition. Et un problème d'audition, ça reviendrait à dire que j'entends très mal. Les problèmes d'audition sont souvent liés aux bouchons qui empêchent de bien entendre ou des otites. Par contre, j'ai bien un problème de vue et je porte des lunettes. Mais je ne suis pas malvoyante, en moins aveugle. Vous saisissez la différence? La stupidité est là. Donc, je suis sourde et donc handicapée de mes oreilles. Le mot handicapé, ce n'est pas un gros mot. Il ne faut pas avoir peur de ce mot. Pas plus que le mot surdité, sourd, aveugle. Il faut définir les mots des sons. Donc, quand je me présente, je dis toujours je suis sourde et je n'ai pas d'autre terme. Et ce n'est pas à vous de me présenter autrement. Si vous ne savez pas, demandez à la personne concernée comment elle souhaite, on la présente. Et ça, c'est important. Et un chiffre, en 2018, le taux de chômage des personnes handicapées était de 18% en 2018, contre 9% pour les personnes valides. Et aujourd'hui, en 2021, on est de 14% contre 8%. Donc, ça commence à bien baisser, mais c'est presque le double. Et les chiffres sont sortis officiellement hier pour 2022. Ça a baissé, il est passé de 14 à 12%. La tendance, elle baisse petit à petit. Des efforts, ils sont faits, mais ça reste encore énorme. Je vous rappelle, il y a une loi, la loi du 11 février 2005, qui oblige les entreprises de plus de 20 salariés à embaucher 6% de l'effectif total des personnes handicapées, 6%. Et si vous avez une entreprise ayant de plus de 250 salariés, vous devez nommer un référent handicap. Si vous n'avez pas les 6% dans votre entreprise, vous versez une contribution annuelle. Le OTA, c'est même un peu un double tranchant. Mon premier emploi, c'était à cause de ça, c'était à cause du OTA. On m'avait embauché pour le OTA. Bien sûr, je ne savais pas au début, c'était mon premier CDI, j'étais contente d'être embauchée. Chouette, je suis développeuse, je suis à CDI, c'est bien. Seulement, j'ai vite déchanté.
On m'a mis en mission, on m'a mis à Perpète, dans des missions très loin de mon domicile, dans des haches dorées en sous-sol, ni lumière. Là, j'ai travaillé avec Olé, et la mission a duré 6 mois, et après, on m'a mis en intra. Et j'attendais, on me donne une nouvelle mission. Rien ne venait, je demandais à mes chefs de projet, alors, on me donne une mission, on me forme. Rien du tout. Et il ne se passait rien, et on me disait, oui, tu es là pour l'OTA. Ah, autant vous dire, ça ne m'intéresse pas d'être embauché pour l'OTA. Moi, je voudrais qu'on m'embauche pour mes compétences, et non pas pour mon handicap. Le OTA, certes, il permet d'embaucher les personnes handicapées. Seulement, il est vrai, il y a beaucoup de préjugés autour du handicap. Il y a des entreprises qui préfèrent payer des contributions annuelles plutôt que de les embaucher. Heureusement, aujourd'hui, les préjugés évoluent. On a de plus en plus d'entreprises qui embauchent les personnes handicapées. Et même, heureusement, il y a quand même des entreprises qui les embauchent, mais qui les mettent vite au placard, sans perspective d'évolution, sans formation, parce qu'ils pensent que les personnes handicapées n'ont pas de compétences. C'est faux. Je vous le rappelle, nous ne sommes pas là pour remplir le quota. Nous sommes là pour travailler. Quand vous nous embauchez, vous ne nous réduisez pas à notre handicap. Il y a une amie qui m'a dit récemment, je suis allée à un entretien d'embauche pour un poste de développeuse web, et le recruteur m'a dit, c'est bien, vous êtes une femme handicapée et racisée. Elle lui a répondu, non, je suis là pour mes compétences. Le reste, c'est du bonus. Et je suis d'accord avec elle. Du coup, on a des organismes et des statuts. Donc, vous avez la GFIP pour les entreprises privées et la FIP pour les entreprises publiques. Il y a un statut où vous connaissez sûrement, le RUTH, qui permet aux travailleurs et travailleuses handicapées d'avoir des aménagements de poste. Il y a aussi la BOTH, qui est les mêmes droits que le RUTH, pour les personnes qui ont la carte mobilité inclusion, qui touchent des allocations handicapées, pour les mutilés de hier, il y a tout un tas de conditions pour avoir la BOTH. Il y a aussi la TIH pour les travailleurs et travailleuses indépendants handicapés. Et tout ça, c'est décerné par la MDPH. Malheureusement, peu de personnes salariées demandent l'air UTH, soit par méconnaissance de ce qu'elle apporte, soit par peur de stigmatisation ou discrimination. La démarche administrative, elle peut également sembler complexe et rebuter certaines personnes. En effet, elles ont peur que leur handicap freine leur carrière. J'aborderai ce point d'ici quelques instants. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes qui ont un handicap ne sont pas forcément reconnus handicapés par un MDPH, et du coup, elles ne se voient pas décerner RUTH ou BOTH des statuts pour avoir les aménages poste. Et de plus, des fois, on doit sans cesse justifier et prouver son handicap régulièrement à un MDPH pour vérifier que la situation n'a pas évolué. Les handicaps, ils n'évoluent pas, surtout en ligne définitif, à moins d'aller à Lourdes. Donc, grâce au statut, on peut mettre en place des aménagements de poste validés par les médecins du travail finançable par la GFIP ou la FIP. Le Air Emploi, c'est possible aussi. Si vous avez une mission handicap, n'hésitez pas à solliciter votre référent handicap pour les mettre en place. Ou si vous n'avez pas de référent handicap ou de mission handicap au sein de votre entreprise, vous pouvez demander à votre DRH de faire les démarches avec l'aide du Emploi et la GFIP ou la FIP. Alors, le handicap au travail. Avoir un aménagement de poste n'est pas un caprice, mais un droit et une nécessité pour effectuer son poste dans de bonnes conditions. L'aménagement de poste peut révertir sur plusieurs formes. L'accessibilité de son poste, l'adaptation du matériel ou des logiciels, la flexibilité des horaires de travail, la flexibilité des travails de bureau, la flexibilité des transports,
etc., etc. Il y a plein de possibilités. Bon, c'est vrai, c'est parfois compliqué de mettre en place des aménagements de poste, surtout pour des prestations où on est en CDD ou en période d'essai, parce qu'on ne sait pas si on va rester longtemps ou pas. Donc, au début, ça peut être compliqué. Dans mon ancienne entreprise, pour une anecdote, il y a plusieurs années, j'avais demandé une odeuse LPC, c'est une interprète qui fait de l'interprétation en langue française parlée OPT, qui est un autre moyen de communication pour les personnes sourdes et malentendantes, pour mes réunions. À plusieurs reprises, on me disait « Mais non, tu n'as pas besoin, tu entends bien, tu parles bien, tu arrives à suivre. Non, tu n'as pas besoin de rien pour suivre les réunions. Si tu ne comprends pas, il suffit de dire. » J'avais beau expliquer et répéter, ce n'était pas la même chose, même avec toutes les bonnes volontés du monde, chacun faisait des efforts pour que j'arrive à suivre les réunions correctement, et répète pour que j'arrive à lire sur les lèvres, etc. Le problème, c'est que je n'arrêtais pas d'interrompre sans cesse pour leur demander de répéter ou de leur dire de parler moins vite. Et ça me donnait beaucoup d'énergie et de la suppléance mentale pour arriver à suivre. Jusqu'au jour, j'ai dit stop. On m'a dit, ouais, on a un séminaire de 2 jours. Il faut que tu viennes. Je dis, déjà, suivre une réunion de 2 heures, ça me prend beaucoup d'énergie, mais un séminaire de travail pendant 2 jours, à lire sur les lèvres, non. Donc là, mon ancienne entreprise avait accepté. Et là, tout le monde a été surpris. Et mon manager a dit à la personne qui était là pour m'aider, mais c'est fou, Emmanuelle, elle pose plein de questions pertinentes et participe. Habituellement, elle ne pose pas de questions. On me reconnaissait pas. Moi qui suis d'habitude très réservée et qui, voilà. Et là, on me redécouvre sous un autre jour. Évidemment, sans accessibilité, c'est plus compliqué. Lire sur les lèvres, ça me demandait tellement d'énergie. Et à la fin, je ne posais plus de questions parce que j'essayais d'absorber toutes les informations qu'on me transmettait. Et la personne qui était là pour me traduire les échanges, eh ben, ça me félicitait. J'avais toutes les informations, je posais les questions en temps réel et tout était fluide. Et donc, la personne qui était là, elle en a profité pour faire la sensibilisation. Et ça n'avait plus d'impact, que ce soit une personne externe à l'entreprise, qui le fasse plutôt que moi. Elle disait la même chose exactement de ce que je disais à mes collègues pendant des années. C'est pour ça qu'il est important de mettre en place des ateliers de sensibilisation. Attention, c'est pas, je ne parle pas des ateliers où se met à la place de la personne handicapée, ça ne sert à rien. Comment vous pouvez comprendre mon handicap? Comment vous pouvez comprendre ce que c'est être sourd, être aveugle, être en fauteuil roulant? Vous ne pouvez pas. Alors, je parle des ateliers typiques, le handicap, les besoins associés au handicap, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Comment éviter des situations de discrimination qui peuvent se venir de manière inconsciente? Comment éviter les blagues gênantes? Comment éviter l'exclure la personne handicapée? Comment la faire intégrer davantage dans son équipe, etc. Ces ateliers, elles sont nécessaires pour apprendre à travailler en équipe et à créer des relations. Certes, c'est parfois difficile au début. Vous n'êtes pas habitué au handicap de la personne ou à travailler avec une personne handicapée. C'est normal au début, il ne faut pas avoir peur. J'avais donné personnellement tous les outils, mais ça ne suffisait pas. Et donc la personne externe était là pour faire comprendre les enjeux. Et à deux, on se complétait. Et elle disait, voilà, elle était handicap, et moi, j'expliquais mes besoins. On se complétait. Donc c'est important de mener des ateliers de sensibilisation avec la personne concernée et une personne externe à l'entreprise. Donc, c'est important de mettre en place des ateliers de sensibilisation. Et, en plus, c'est pris en charge par chez FIP ou la FIP pour vous sensibiliser. Donc, c'est vrai, c'est pas quelque chose de très naturel parce que, vous ne vous connaissez pas.
c'est pas évident. Et surtout, vous n'avez pas de politique anti-handicap au sein de vos entreprises. Les DRH ne sont pas forcément sensibilisés au handicap. Donc, malheureusement, dans les formations de DRH, le handicap n'est pas souvent abordé. Donc, des fois, on arrive un peu en terrain nu et on avance ensemble pour faire en sorte que ça se passe bien. Et ça, c'est important d'avancer ensemble et donc de mettre ensemble des ateliers de sensibilisation, des aménagements de poste. Et une fois que c'est fait tout ça, n'hésitez pas à en parler directement avec la personne concernée, d'échanger. Et le handicap, ce n'est pas un tabou. N'ayez pas peur de poser toutes les questions que vous voulez. Au contraire, si vous vous retenez, vous allez vous poser plein de questions et vous allez être frustré. On veut éviter la frustration, on veut éviter les problèmes relationnels. D'ailleurs, il est important de s'assurer que votre lieu de travail est accessible à la personne handicapée. Si votre collègue est en fauteuil roulant, assurez-vous que votre lieu de travail lui est accessible. Par exemple, les ascenseurs. Mais de rien, les ascenseurs, ça peut faire la différence. Si elle est en panne, elle ne pourra pas monter pour aller à son poste. Elle ne pourra pas faire son travail correctement. S'il y a des problèmes de sécurité, par exemple une alerte incendie, et les personnes sourdes n'entendent pas, sans flash, elles ne sauront pas ce qui se passe, et donc ça peut potentiellement les mettre en danger. Ou alors, j'allais au bureau dans mon ancienne entreprise, j'allais arriver la première, je devais désactiver l'alarme. Et quand je saisis le HUD, et je me souviens du HUD, il était trop tard, l'alarme s'est déclenchée. Et pour arrêter l'alarme, elle est appelée. Et moi, le téléphone, ça m'est totalement inaccessible. J'étais en panique. Je ne comprenais pas ce que disait la personne au téléphone. Heureusement, il y avait mon collègue qui est arrivé une minute plus tard en me disant « Ne vous inquiétez pas, tout va bien, la personne elle est sourde, elle n'a pas pu vous répondre au téléphone. » Depuis ce jour-là, j'évite d'arriver la première parce que ça me stresse énormément. Donc, l'accessibilité des lieux est importante pour éviter tout stress à la personne. Si vos lieux de travail et vos outils ne sont pas accessibles, un moment, vos collègues peuvent travailler dans bonnes conditions. Ça, c'est important. Et puis, la loi du 11 février 2005 est là pour vous le rappeler. Assurez-vous aussi, quand vous faites une communication officielle au sein de vos entreprises, qu'elle soit inclusive. Si vous communiquez sur le fait que vous avez une personne handicapée dans votre entreprise, mais que cette communication ne lui est pas accessible, il y a un problème. Par exemple, vous mettez une vidéo sur la vie de l'entreprise, mais si la vidéo n'est pas sous-titrée, vous allez me dire, il y a les sous-titres automatiques, mais ça, on ne peut pas toujours y fier à 100%. Donc, c'est important de vérifier si les sous-titres automatiques soient corrects, sinon il faut les corriger. Ou alors, si vous mettez des images qui comportent du test et vous les mettez sur les réseaux sociaux, mais ces images-là ne sont pas décrites pour les personnes malvoyantes, au moins peut-être avoir l'information. N'oubliez pas, même si vous avez des personnes handicapées au sein de votre entreprise, vous communiquez aussi à l'extérieur. Il y a 12 millions de personnes handicapées en France. Donc, vous communiquez à la fois au sein de vos entreprises, mais aussi en dehors de l'entreprise. Accessibilité, je répète, ce n'est pas un caprice, c'est bien une belle nécessité. En rendant accessible votre communication, vous incluez vos salariés handicapés et les personnes handicapées en dehors de l'entreprise. Je radote, je sais, mais c'est bien de répéter. Il m'amène au sujet de la formation. Pendant des années, j'avais longuement hésité de faire des formations parce que si je demandais une formation, il fallait en plus le budget de la formation, demander un budget pour l'accessibilité. C'est le budget. Et, je me suis dit, mais il y a un budget, il y a une formation, j'aimerais suivre, mais j'ai besoin d'une interprète pour suivre. Est-ce qu'on va accepter de me payer l'accessibilité? Et au début, moi, je ne savais pas demander parce que je savais que c'était un budget. Et je ne connaissais pas mes droits à l'époque. Il faut fouiller dans les sites officiels pour comprendre, pour connaître ses droits.
Et en fait, le budget pour l'accessibilité, vous pouvez le demander auprès des instances, la GFIP ou la FIP, pour pouvoir évoluer. Donc, si on veut évoluer sa RIR, dans sa RIR, il faut suivre des formations. Si la formation n'est pas accessible, comment on peut la suivre et donc évoluer dans sa RIR? Je connais beaucoup d'amis handicapés qui sont vus mettre en place RIR parce qu'ils n'ont pas pu évoluer leur poste ou leur RIR. Il y avait leurs collègues qui suivaient des formations et ils évoluaient ensuite. Mais quand ils demandaient l'accessibilité, on leur refusait parce que ça avait un coût. Des fois, dans des entreprises, il y a des budgets très restreints et donc ils ne peuvent pas répondre à tous les besoins. Et ça, c'est problématique. Et des fois, ils se retrouvaient aussi coincés devant les démarches administratives pour demander un budget complémentaire. Les démarches administratives prennent souvent du temps et plus souvent, ça les pénalise. Du coup, s'ils n'évoluent pas, ils ont eu droit à des réflexions du type « mais si tu n'es pas bien dans ton entreprise et si tu n'évolues pas dans ta carrière, pourquoi tu ne cherches pas ailleurs ?» Ce n'est pas pour rien, il y a un taux de chômage élevé. C'est pas si simple. Si on cherche ailleurs, ça signifie qu'on doit de nouveau élever pour trouver un nouveau travail. On doit refaire tout le site de recherche et d'entretien sous un fond de validisme et de méconnaissance sur le sujet. On ne sait jamais combien de temps on doit chercher, et même si on est compétent, même si on a un CV, même s'il y a des déboucheurs dans le secteur, il y a une réelle discrimination à l'embauche. C'est interdit, bien sûr, mais c'est réel, il existe. Il y a des biais en études qui font inconsciemment ou pas. On écarte plus facilement des CV qui ont la mention RUTH, des CV des personnes racisées ou autres. C'est interdit, bien sûr, mais c'est la réalité. Et en plus, il y a eu une étude, une expérimentation avec l'intelligence artificielle qui a reproduit exactement le même schéma et qui a écarté plus facilement les CV des personnes minorées et les CV normaux. L'évolution, c'est important. Donc, et si on le fait, on décroche un CDI, il est très difficile de le lâcher parce que si on le cherche ailleurs, c'est compliqué, donc on préfère rester et on se sent en sécurité de l'emploi. Mais cette sécurité, si on n'est pas bien dans cette boîte, il faut le sacrifice. Pour certaines personnes, oui. On ne devrait pas avoir peur de chercher un nouveau boulot. C'est pas pour rien, il y a un taux de chômage des personnes handicapées plus élevé. Pourquoi? Parce qu'il y a ce préjugé de se dire une personne handicapée est moins bonne, ou si on embauche une personne handicapée, il faut mettre tout un tas de trucs, les aménagements de poste et tout ça, c'est trop compliqué. Il faut la faire évoluer, là. Mais c'est faux. Nos compétences doivent prévaloir sur le handicap. Et honte. Et en plus des formations, il faut aussi que le salaire suive. Ah bah oui, hein. Nous aussi, nous avons des charges à payer, nous avons une vie, des impôts, des familles à nourrir, du matériel à la maison, du crédit à rembourser, etc. Nous avons des vies comme tout le monde. Nous sommes des humains. Alors, éviter les tabous, la discrimination et le validisme. C'est quoi, le validisme? Le validisme, c'est un ensemble de préjugés et de comportements discriminatoires envers les personnes handicapées. Le validisme repose notamment sur l'idée qu'une personne handicapée est moins capable qu'une personne valide et que sa vie a moins de valeur. Inconsciemment ou non, vous devez éviter de discriminer vos collègues handicapés et de les infantiliser. Évitez également les réflexions validistes du genre « c'est normal, tu apprends moins vite, et tu es handicapé, c'est normal ». Ou alors, on vous demande de répéter « on n'a pas compris » ou de parler plus lentement. Ne faites pas l'amour, ne dites pas « plus tard, je te raconterai, c'est pas important ». En faisant ça, vous excluez les personnes handicapées. Ça nous met vraiment très mal à l'aise et voir ça nous frustre. On n'a pas le sentiment de faire partie de l'équipe.
On a aussi le sentiment de louper des informations importantes sur notre travail. D'ailleurs, j'avais une petite anecdote à ce sujet. Mon manager, il y a des années, avait pour mission de me chercher des missions à mes collègues entendants et moi. J'avais prévenu mon manager que ça allait empirer de me trouver des missions ou au moins ça allait prendre du temps. À cause de ma surdité, il m'a dit « Mais non, tu as un très bon CV, tu travailles bien, je vais me vanter de toutes tes compétences, tout va bien. » Des jours passent, des semaines passent, il est revenu me voir dépité. En m'expliquant, et à chaque fois, il montrait mon CV sans mentionner ma surdité. Il recevait des appels. Mais après mention de ma surdité, on rejetait ma candidature. Et on ne prenait pas parce que je travaille bien, j'ai un bon CV, je parle, j'entends bien. Oui, il faut mettre des aménagements de poste, mais rien plus compliqué. Finalement, il a pris plusieurs mois avant de me trouver une mission. Et récemment, j'ai passé des entretiens, je lui ai dit, voilà, je suis ma surdité, est-ce que ça vous pose un problème? Il m'a répondu, non. Je vois que vous avez fait des missions de 3 ans et c'est bien passé, donc pas de problème pour moi. Donc, le CV, vous voyez, vous êtes resté longtemps, ça rassure, mais quand vous débutez, ça peut poser problème. Le handicap ne doit pas être un tabou. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez à votre collègue handicapé. Je serai bien heureux de vous l'expliquer. On en parle ouvertement. Il n'y a pas de questions bêtes au sujet du handicap. Et si vous l'abordez de manière bienveillante, et surtout si vous voulez comprendre son handicap, c'est important d'en parler ouvertement, surtout dans un contexte des HIP. Et pour appuyer mes propos, 40% des femmes en situation de handicap sont victimes de discrimination selon l'AFP France Handicap. Malheureusement, c'est présent, notamment dans la tech et la discrimination également. Être une femme et en plus handicapée, c'est souvent plus double peine. En plus, si on est racisé, triple peine. Donc voilà, les étiquettes. Les efforts, ça va dans les deux sens. Si l'autre partie ne s'investit pas, ça ne peut pas marcher et ça peut engendrer des problèmes. Arrêtez de remettre en cause la personne handicapée, disant que c'est de sa faute s'il y a des problèmes. Comment faire pour des problèmes au sein de l'entreprise ou de l'équipe? Remettez-vous aussi en question. Il n'y a pas la personne concernée qui peut se remettre en question. Vous aussi, vous pouvez vous remettre en question. Vous devez aussi. S'il y a des problèmes, comment faire pour les résoudre? Comment puis-je, en tant que manager ou valide, m'améliorer ou améliorer mes choses? Vous vous rendez peut-être pas compte, mais on fait tellement d'efforts pour s'intégrer, de faire en sorte que l'intégration se passe bien pour faire notre travail correctement, pour participer aux réunions, participer à la vie de l'entreprise. Et on fait tellement d'efforts et l'autre force n'en fait pas, on en pense, on surcompense pour être à la hauteur de ce que nous demande. Et là, cette charge mentale elle finit par nous épuiser et être moins productive et de ce fait moins efficace. C'est pour ça que le bien-être au travail est super important. Du coup, c'est important d'éviter les réflexions de type « tu as l'air bien, tu n'as pas besoin de pause ou d'arrêt ». Bon, malheureusement, nous avons appris à vivre avec la douleur intérieurement et ça, bon, c'est pas bien. Avoir un handicap, ça demande beaucoup d'énergie et on fatigue plus vite. Si la personne a besoin de s'arrêter, elle s'arrête, elle ne fait pas semblant. C'est pourquoi mettre en place des aménagements de poste ou l'accessibilité associée au handicap, ça change tout. En effet, en mettant en place et en faisant des efforts dans les deux sens, on peut travailler ensemble. J'ai appris à travailler avec mon équipe et mon équipe a appris à travailler avec moi. Mon équipe, mes collègues et mon confié, au début, ils avaient peur. Ils me disaient « En secours !» dans le titre, je vais avoir une personne sourde dans mon équipe, qu'est-ce que je vais faire? Et finalement, en mettant en place tout ça, ça les a rassurés et ils ont appris à travailler ensemble. Donc, le handicap, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas un calvaire de travailler avec une personne handicapée. Ça peut être un calvaire pour tout le monde, en les besoins de chaque personne de l'équipe
pas seulement la personne handicapée, ne sont pas respectés. En effet, si la personne handicapée fait des efforts, mais eux l'autre n'en fait pas, c'est des problèmes et des pas possibles. Évitez. Donc maintenant, vous avez des astuces. Comment recruter une personne handicapée? Lors de l'entretien, n'engagez pas tout de suite la conversation sur le handicap de la personne, sauf si c'est celle-ci d'abord en premier. Parlez-lui de son CV et de ses expériences. En abordant le CV, vous vous montrez d'abord et vous êtes intéressé par le côté professionnel, par ses compétences. Et ensuite, vous pouvez seulement aborder le handicap et les besoins associés. Si vous avez une mission handicap, expliquez-lui votre politique handicap mise en place, posez-lui toutes les questions avec bienveillance. Et si vous n'êtes pas au courant et que la personne handicapée annonce son handicap à l'entretien, ne paniquez pas. Mettez pas fin à l'entretien. Posez-lui toutes les questions. Et si vous ne connaissez pas handicap, après l'entretien, renseignez-vous pour les entretiens à venir sur les démarches administratives. Renseignez-vous. C'est important. Et une fois le contrat signé, mettez en place les aménagements de poste nécessaires à ses besoins. Comme ça, dès qu'elle arrive, elle a tout ce qu'il faut pour travailler. Il ne faut pas attendre qu'elle soit en poste pour déclencher les démarches, parce que souvent, ça peut durer un moment, ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 6 mois. Et ensuite, vous mettez en place des ateliers de sensibilisation pour sensibiliser l'équipe et briser les préjugés et les tabous sur le handicap. En résumé, tout ce que je vous ai dit, vous mettez en place des aménagements de poste, des ateliers de sensibilisation, assurez-vous que votre lieu de travail et vos outils sont accessibles, que votre communication est accessible à tous et toutes. Il faut former vos collègues handicapés, il faut mettre en place des règles de communication pour assurer la bonne cohésion de votre équipe, éviter les discriminations et le validisme. Alors, si j'applique tout ça dans la tête, qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé d'accessibilité. Il est important de rendre accessibles vos sites internet, intranet et extranet. Nous avons une multitude de clients handicapés qui naviguent vos sites et qui sont des consommateurs comme les autres, qui remplacent les démarches administratives et d'autres actions, qui achètent des produits. Vous avez une responsabilité de rendre accessibles vos produits à tous et toutes. Ne me demandez pas à la personne handicapée qui n'est pas dans la tête de rendre accessible un site internet, elle ne sait pas. Par contre, si vous connaissez des personnes handicapées dans la tête, n'hésitez pas à lui demander, ou demander aux experts de l'accessibilité numérique. Il y a des agences pour ça. Nous ne sommes pas beaucoup, mais nous sommes bien là. Et c'est vrai qu'il y a très peu de formations qui sont accessibles aux personnes handicapées pour apprendre le développement. Et ça, c'est dommage parce qu'ils auraient tout à gagner à travailler dans la tech. Et en plus, vous avez une obligation d'ici 2027 à rendre accessible votre site Internet pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires de plus de 2 millions d'euros. Avant, c'était juste en 2023 pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros. Et on a reculé la loi et on est passé à 2007 en baissant le seuil. On a besoin de travailler avec les personnes handicapées. Il y a un mouvement venant des États-Unis, Nothing about us without us. Rien sur nous sans nous. Si vous voulez rendre accessible un produit aux personnes handicapées, faites-le avec les personnes handicapées. Travaillez avec elles, formez-les, embauchez-les. La conception du produit doit se faire avec elles, surtout si vous concevez un produit dédié handicap. D'ailleurs, il y a la loi de Holloway qui stipule que les organisations qui créent des produits sont à l'image de leurs produits. Si dans l'entreprise crée un produit inclusif, elle a besoin dans son équipe, une équipe diversifiée qui pense à la fusion de son produit. Il y a mon collègue Julien Topsy qui l'explique très bien. Je vous invite à voir sa conférence. Par exemple, Microsoft et Apple, ils ont fait des tas de produits qui sont totalement accessibles à tous et toutes en intégrant les personnes handicapées dans leur projet. La diversité et l'inclusion de leurs équipes font que leurs produits sont meilleurs avec les personnes concernées. Au contraire, Twitter, oui, environ l'équipe
accessibilité a vu l'accessibilité du tuteur se détérioriser. Donc, détériorer. Donc, c'est important de travailler avec les personnes concernées. J'avais parlé des biais concernés, et les biais inconscients ont les personnes valides en ce temps, les CV. Et ces biais inconscients, ils sont malheureusement présents dans l'IA. Il y a des études qui l'ont prouvé. Et même ChatGPT l'a dit quand je lui ai posé la question. Et en plus, il génère du HUD, ce n'est pas du HUD accessible. Et les sous-titres automatiques ne sont pas toujours efficaces, parce qu'on ne prend pas en compte les voix atypiques et les voix des personnes handicapées, les voix des personnes avec accent, etc. La reconnaissance des images par l'IA doit être également vérifiée par les personnes aveugles et malvoyantes qui savent mieux elles en des images et les informations elles ont besoin. Apprendre également à l'IA comment reconnaître des personnes handicapées et lui expliquer le handicap, ce n'est pas uniquement les personnes à fauteuil roulant. On l'a bien vu avec Midjourney au début. Et certes, il est plus difficile de détecter les personnes qui ont des handicaps invisibles ou des maladies invalidantes, mais c'est important aussi de les représenter. Si on n'arrive pas les personnes concernées dans les processus, ça va engendrer les inégalités. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Si on a des préjugés sur le handicap, alors on retrouvera les mêmes préjugés dans l'IA qui va donc être biaisés. En résumé, Amdi Rest et la Youn, une militante des droits des personnes handicapées, nous ne sommes pas là pour vous aspirer ou pour vous donner une leçon de vie ou de courage. Plutôt de dire, et c'est la vérité, on m'a déjà dit, tu es doué pour une sourde. Je ne sais pas si on répond, je dis merci, mais dis plutôt, tu es doué, point. Il n'y a pas besoin d'ajouter de mots supplémentaires ou de les réduire à notre handicap. Nous dire, tu travailles bien, tu es véloce, tu es efficace. On me dit souvent mes collègues pour me féliciter de mon travail. Et ça suffit. Les compétences priment sur le handicap. Et aussi les représentations des personnes handicapées et honte. Personnellement, je manque de rôle modèle dans la tête. Mais j'ai découvert une personne merveilleuse. Elle est sourde, elle s'exprime en langue des signes et elle oralise un mot et elle travaille en tant que CAO, Chief Accessibility Officer chez Microsoft. Elle s'appelle Chini Inès Fleury. Et ça, c'est incroyable de voir des personnes handicapées occupées à des postes de responsabilité. On me disait pour moi, il n'était pas possible de devenir ingénieur en informatique. La preuve aussi, c'est possible. Nous pouvons travailler à condition où nous en donne les moyens. C'est pourquoi je tenais à faire ces conférences et montrer en tant que personne sourde, il est possible dans la tech ou dans d'autres secteurs d'activité, c'est valable dans d'autres secteurs, de travailler avec des personnes handicapées. La représentation des personnes handicapées de la tech, en disant, n'ayez pas peur du handicap, embauchez-nous, formez-nous, apprenez à en être et surtout, travaillez avec nous. J'ai toutes les ressources, vous pouvez, je mettrai à disposition les slides pour vous aider à travailler avec les personnes handicapées. Merci beaucoup et vous pouvez retrouver ma présentation.